Bonjour Éric Anseau. Bonjour David Abiker, merci de me recevoir. Et c'est la première fois, donc c'est formidable de vous avoir ce matin. Vous êtes professeur d'histoire à l'université de Lorraine. Vous venez de publier Histoire de la nation française chez Talandier et nous comptons sur vous pour répondre à cette question. Donc, qu'est-ce qu'être français? Un certain nombre de nos auditeurs ont déjà leur réponse. Je vais vous en lire quelques-unes. Être français, c'est être solidaire et humain. C'est Guillaume qui nous écrit, pas Guillaume, c'est Pascal qui nous écrit ceci. Vous avez également un autre auditeur qui nous dit: être français, c'est adopter notre mode de vie, accepter la laïcité, nos lois, nos emplois sans aménagement possible pour une religion ou une autre, séparer religion et vie, trouver un travail et ne pas vivre uniquement avec les aides de la CAF. Merci à vous. Vous avez également Laurent qui nous écrit ceci: être français, c'est être capable de réciter heureux qui comme Ulysse, demain dès l'aube, le pont Mirabeau, Elvire. Signe ce message. Il y en a quelques autres. Alors on va y venir, hein. Mais d'abord, est-ce que c'est le bon moment pour poser cette question? Il y a d'abord le contexte de la question, c'est toujours important. Oui, alors le contexte, c'est bien évidemment ce qui est en train de se passer à Mayotte, hein, avec le cyclone Chido. Nous avons tous été profondément émus. Je dirais qu'il y a un véritable problème, parce qu'à Mayotte, vous avez 320 000 habitants, vous avez entre 100 000 et 200 000 clandestins qui sont en fait des Comoriens, et les Mahorais n'en peuvent plus. Alors simplement, je tempère ce que je viens de dire là, c'est-à-dire qu'on voit que le politique n'est pas dans l'action, parce que tout ça on le sait depuis très longtemps, il est dans la réaction. Alors, qu'est-ce qu'être français? Il faut savoir un certain nombre de choses pour répondre à la question. Il y a des notions comme droit du sol, droit du sang. Avant de se précipiter pour répondre, que doit-on savoir? Quel bagage culturel, politique, intellectuel doit-on avoir? Eh bien, c'est ce que j'essaie de répondre dans mon livre, 350 pages en fait, pour présenter ce qu'est la nation française. Et donc dedans, j'évoque effectivement le droit du sol, le droit du sang, entre autres, mais plein d'autres choses encore. Alors, c'est une question qui a été tranchée différemment à travers l'histoire. On n'y a pas toujours répondu de la même façon. Ah, pas du tout. Avant 1789, donc nous sommes sous les rois, et la nationalité en tant que telle n'existe pas. Vous êtes soit aubin, c'est-à-dire littéralement, vous n'êtes pas dans le banc du roi, soit vous êtes régnicole, vous êtes sujet du roi. Et c'est la Révolution française qui va poser cette question en 1790, donc quelques mois seulement après la prise de la Bastille, de la nationalité française, et puis un jalon pour vos auditeurs, le Code civil qui est tout à fait fondamental, qui met en place la filiation. Donc c'est ce que le président Giscard dans les années 90 disait, parce que il faut revenir au Code civil et au droit du sang. Alors aujourd'hui c'est très compliqué parce que on est plutôt dans le droit du sol indéniablement, hein, et ce depuis la Troisième République, depuis 1889, mais il y a aussi du droit du sang. C'est une question compliquée. Alors justement, quand on parle de droit du sang, déjà la formule peut impressionner, hein, le sang, ça fait peur parfois. Qu'est-ce qui fait que le droit du sang est un tabou chez nous ? Et on se pose la question parce que effectivement certains de nos voisins utilisent le droit du sang. Alors effectivement le terme est un peu tabou, c'est le jus sanguinis des Romains, mais on dira que c'est la filiation tout simplement. C'est le fait que vos pères aient été français avant vous qui vous octroie la nationalité française. Alors, il y a une nuance peut-être à apporter entre ce que c'est que l'identité française et la nationalité française. Est-ce qu'il y a une différence? Il y a une différence fondamentale. La nationalité relève du droit, relève de la norme. J'évoquais à l'instant le Code civil, mais on peut évoquer aussi le Code de la nationalité qui date d'octobre 1945, qui a été amendé à plusieurs reprises. Et par contre, l'identité relève de la culture. C'est une représentation qu'on se fait et qui peut varier. Alors, jadis, l'un de mes prédécesseurs très connus qui s'appelle Fernand Braudel avait publié un livre sur l'identité de la France et il répondait: il n'y a pas une identité, il y a des identités. Donc c'est la culture, c'est pas le droit. Est-ce que la gauche et la droite ont toujours eu la même conception de ce que doit être la nationalité française et la façon dont on l'accorde, dont l'État la décerne? Alors il y a des différences indéniablement, on le voit aujourd'hui, mais on le voit également dans le passé. Je rappellerai les années 80-90, vous avez d'un côté les lois Pasqua, donc Pasqua à l'époque RPR, aujourd'hui c'est le parti LR qui est héritier de ce courant politique, la famille gaulliste. Il y a 3 lois Pasqua qui durcissent l'accès à la nationalité
nationalité. Et puis la gauche plurielle arrive au pouvoir, dissolution de Jacques Chirac. Élisabeth Guigou, garde des Sceaux, c'est la fameuse loi Guigou et on abroge en partie les lois Pasqua. Donc il y a une différence indéniable, mais ça n'a pas toujours été le cas et c'est ce que nous enseigne l'histoire. La gauche a pu être beaucoup plus dure, en particulier au 19e siècle, et même au 20e, imaginez que Maurice Thorez, qui a été le secrétaire général du Parti communiste, au début des années 30, s'émeuvait parce que communistes et socialistes voulaient, pour leur électorat, les ouvriers, durcir le droit de la nationalité et interdire certaines professions à des étrangers ou même des naturalisés de fraîche date. Donc oui, c'était la gauche. C'était la peur de la concurrence, quoi. C'était la peur de la concurrence. On allait dans le sens de l'électorat, mais Thorez disait non, mais là c'est pas des idées de gauche. Mais la plupart des députés communistes avaient voté justement ce durcissement. Donc c'est Éric Anseau, qui publie Histoire de la nation française. Qu'est-ce qui explique le virage de la gauche sur la peur finalement? Oui, on a senti une peur depuis de nombreuses années de ne pas accorder la nationalité à qui la demandait. Oui, alors je dirais que la gauche, depuis, on va dire, le tournant se situe dans les années 80, je l'évoque dans mon livre, et en fait, une grande partie de la gauche va se tourner vers un électorat potentiel. Il voit que la société a évolué, c'est touche pas à mon pote, que la jeunesse est plus proche des immigrés, vous vous souvenez aussi, il y a la grande marche des beurs, et on va se tourner en fait vers cet électorat, on va chercher à assouplir les choses. Je m'empresse de dire qu'une grande partie de la droite a suivi également le mouvement. C'est là où le terme d'assimilation commence à être remplacé, par exemple, par celui d'intégration. Alors, on continue à recevoir des messages et plus je les reçois, plus je trouve que la réponse est compliquée finalement. Vous avez Gérard qui nous dit « Être français, c'est peut-être avoir 7 générations au cimetière ». J'imagine qu'il pense à ses aïeux français. C'est assurément être d'origine catholique. Être français, c'est être fier de son pays et être prêt à le défendre. Ça, c'est Maurras. Voilà, donc Maurras qui disait le culte des morts. Le culte des morts, Maurras et Barrès, bien évidemment. Alors, il y a de ça dans la nation française, dans la nationalité française, mais il n'y a pas que ça. Il y a, comme le disait Renan, vous avez le riche legs de nos souvenirs, de notre patrimoine. Donc c'est culturel, là. C'est culturel, c'est la langue, c'est l'histoire. Mais il y a aussi, ajoutait Renan, Renan c'est sa grande conférence Qu'est-ce qu'une nation ? Mars 1882. Il y a aussi le plébiscite de tous les jours. C'est la volonté, à un instant T, de faire nation, et puis également de se projeter, de continuer dans l'avenir à faire partie de la même nation. Donc il y a plusieurs choses. C'est une question compliquée, nous sommes d'accord. Et c'est aussi une question culturelle. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, par exemple, c'est connaître un certain nombre de poèmes, des grands classiques, Victor Hugo, etc. Vous avez Guilain qui nous dit « Être français, c'est avoir le goût du bonheur ». Ça rentre dans vos critères, ça ? Alors ça rentrerait peut-être dans l'identité davantage que dans la nationalité. Effectivement, on peut lister le patrimoine, on va dire bâti, l'architecture, la gastronomie, une forme de galanterie vis-à-vis des femmes. Tout ça relève d'une culture spécifiquement française. Alors il y a des points que ne comprennent pas forcément les étrangers. Une laïcité un petit peu dure, mais c'est une laïcité républicaine qui nous permet aussi de faire société. Alors on nous parle du respect des valeurs, évidemment. Être français, nous dit Laure, c'est avoir reçu une éducation, une culture française, c'est respecter les valeurs françaises. Et évidemment, le débat sur l'immigration est là. C'est-à-dire que quand on énonce ce qu'est être français, on l'énonce pour l'étranger. C'est aussi une façon de poser le problème vis-à-vis de l'autre, et pas uniquement ensemble. Là, il y a un sujet aussi. Ah mais évidemment, et je dirais que la nationalité, la nation se définit également dans le regard des autres. Donc si vous voulez, il y a un jeu de miroir qui est tout à fait fondamental. Et puis bien évidemment, à partir du moment où les nations, les États-nations ont été créés, il y a un minimum de frontières, si vous voulez, même si dans le cadre de l'Union européenne, elles ont pu être repoussées avec l'espace Schengen. Et donc forcément, se pose la question des étrangers que l'on va assimiler ou intégrer. Encore une fois, il y a une évolution ici de la sémantique qui est très significative. J'ajoute un troisième mot qui est apparu ces dernières années, qui va moins loin que l'assimilation et même que l'intégration, c'est l'insertion. Il y a le fameux rapport du Conseil d'État Thierry Tuot qu'avait commandé le président Hollande, qu'on a vite enterré parce que il voulait insérer quasiment tout le monde, Thierry Tuot, le Conseil d'État. Ça, c'est 2012-2013, au moment où Hollande est élu président de la République. Alors justement, pour que les choses soient encore
encore plus claires ou qu'elles deviennent encore plus compliquées. Faites-nous le jeu des 7 différences entre l'assimilation, l'intégration et ce que vous avez défini comme l'insertion ou l'inclusion. Alors l'assimilation, déjà je m'empresse d'ajouter, elle est dans notre code civil, elle n'a pas été abrogée, donc le code civil c'est 1804, c'est Napoléon Bonaparte pour nos auditeurs. Le président Macron, le en même temps ou le successivement, a dit à certains moments donnés qu'on retirerait le terme assimilation du code civil, et à d'autres moments il a un peu mis ça sous son mouchoir, donc on ne sait pas trop. L'assimilation, vous définiriez ça comment? Alors l'assimilation, c'est, vous savez, il y a une formule très très célèbre, à Rome fait comme les Romains. C'est une formule de l'Antiquité. En d'autres termes, c'est adopter les codes culturels des Français, faire un effort. Alors, on peut faire des erreurs de syntaxe, et nous en faisons tous, mais faire un effort pour maîtriser la langue, connaître l'histoire du pays, chérir le passé, tout en reconnaissant, et les Français le reconnaissent aussi, qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises dans notre histoire. Ça, c'est l'assimilation. L'intégration. Alors, l'intégration, c'est un jeu à double sens. C'est le fait que l'étranger va faire un effort, mais que le Français, pour accepter l'étranger, va faire également un pas et va accepter que cet étranger, d'une certaine façon, conserve une partie de ses mœurs en France. L'inclusion, c'est venez comme vous êtes, c'est un peu c'est McDonald's. C'est exactement venez ça. Comme vous êtes. Et d'ailleurs, ce sont des termes qui viennent du vocabulaire anglo-saxon. Une dernière chose, on pourrait discuter encore 1 heure avec vous, Éric Anseau. Les piliers de la nation sont malmenés en ce moment. Vous y consacrez plusieurs chapitres. Quels sont ces piliers? Alors, il y en a 5. Il y a la souveraineté nationale, il y a la démocratie, et depuis 1946, la 4e République, la démocratie sociale, la laïcité que nous avons évoqué, et l'indivisibilité de la nation. Alors, j'entrerai pas dans le détail, j'y consacre un chapitre. Les 5 piliers sont aujourd'hui extrêmement malmenés. Éric Anseau, bravo pour cette première sur Radio Classique, Histoire de la nation française, du mythe des origines à nos jours. C'est paru chez Talandier. Je vous lis encore quelques contributions de nos auditeurs qui sont assez formidables. Guillaume nous dit « Être français, c'est payer les impôts les plus élevés du monde ». Un autre nous dit « C'est ma préférée, être français, c'est écouter Radio Classique ». Oh, écoute qui veut. À bientôt. Dans un instant, le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et nos esprits libres.